Vendredi 17 décembre 2014. Bonjour à tous et bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre pour ce morning. Nous sommes ensemble pour 2 heures d'actualité à décrypter en compagnie de nos invités. Au sommaire de cette émission, les États-Unis prêts à soutenir un projet de résolution qui ne comprendrait pas de démarche unilatérale. Autrement dit, le texte tel que soumis par les Palestiniens aujourd'hui rencontrera un veto américain au Conseil de sécurité de l'ONU. Scène d'horreur et bain de sang dans la région de Peshawar hier au Pakistan. Un commando taliban a attaqué une école hier. 7 heures d'assaut au cours desquelles plus de 100 écoliers ont été tués, tous âgés de 10 à 20 ans. Et puis quel film il ne fallait pas manquer cette semaine. Laetitia Loreni nous passera en revue les sorties de la semaine au programme de grandes productions américaines et une française. Il est 8h à Tel Aviv et à Yafo. Bonjour à tous, c'est l'heure de retrouver nos invités, à commencer par vous, Dror Even-Sapir, bonjour. Vous êtes analyste politique sur i24 News. Également Jacques Neria, bonjour. Oui, ancien officier des renseignements militaires israéliens. Et bien sûr Maurice Ferjand, bonjour. On commence avec vous Maurice, avec la revue de presse et la presse régionale qui titre ce matin bien sûr sur ce terrible massacre. C'était hier à Peshawar, dans le nord-ouest du Pakistan. Oui, dans une école de l'armée en vérité. Un massacre qui a fait 142 victimes, dont la majorité des écoliers. Alors, le quotidien Yediot Ahronoth se pose la question par l'intermédiaire de son éditorialiste Ben Dror Yemini. Où est le monde ? Cela ne l'intéresse pas vraiment tant qu'il s'agit d'un autogénocide, affirme l'éditorialiste. Si on prend le critère de la couverture médiatique, un Américain, écrit-il, vaut près de 1000 Africains. Le djihad parle de Jérusalem et de Rome, mais la majorité des massacres sont dirigés contre des musulmans. Et Ben Dror Yemini de continuer, plus surprenant encore, les explications des experts éduqués aux écoles post-coloniales qui portent un doigt accusateur vers l'Occident et Israël, mais dit-il, une explication sans prise sur la réalité puisque le djihad ne lutte pas contre l'Occident et Israël. Haaretz, lui aussi, titre sur ce massacre. Le Pakistan et l'Afghanistan, écrit le quotidien, montrent leur volonté de coopérer sur le plan militaire, mais le principal objectif des talibans, afghans et pakistanais, est de torpiller cette volonté. Et puis, plus le retrait des forces internationales, explique le quotidien, le retrait d'Afghanistan va approcher, plus il faudra s'attendre à des massacres comme celui contre l'école du Peshawar. L'Orient le jour à présent, au Liban, jusqu'où mènera la course à l'horreur, titre le quotidien, que les plus sceptiques se rassurent. Le fait que la tuerie de Peshawar intervient seulement quelques semaines après la diffusion des atrocités commises par l'État islamique ne relève clairement pas du hasard. Certains membres des talibans se sont ouvertement prononcés en faveur de l'État islamique, alors que d'autres ont affirmé leur lien avec Al-Qaïda. Et c'est cette lutte entre les deux tendances des talibans qui a provoqué le massacre au Peshawar. Ainsi, ce nouveau carnage offre à ce groupe terroriste une publicité mondiale inespérée. Il parle d'Al-Qaïda. En tout cas, le massacre rappelle au monde entier, crie l'Orient le jour, que le Proche et le Moyen-Orient ne possèdent pas le monopole de l'horreur et de la terreur et que sur le marché de l'islamisme djihadiste, Al-Qaïda n'est pas encore mort et du moins pas encore dans cette partie de l'Asie. Jacques Neria, c'était quoi l'objectif des talibans dans ce terrible assaut ? Il y a une guerre très amère qui se déroule aujourd'hui entre l'armée pakistanaise et les talibans. L'armée pakistanaise a commencé il y a quelques semaines une grande intrusion dans la région du Waziristan au nord-est du Pakistan, et ça c'est là où c'est le bastion en fait des talibans, et sans doute les talibans ont eu de grandes pertes face à l'armée pakistanaise, et cette action, cet attentat-là contre l'école est tout simplement une revanche. Ça a été une représaille très claire contre ce qui s'est passé aujourd'hui, donc contre l'attaque. C'est aussi un message peut-être envoyé au monde. C'est un message aussi pour faire peur, parce qu'aux Pakistanais, il y a, je dirais, une dichotomie au Pakistan même. D'un côté, les Pakistanais aident le Taliban, vous voyez, Bin Laden est resté là-bas pendant pas mal d'années, à côté de l'académie militaire, juste à côté, tout le monde faisait semblant de... C'est ambigu, cette armée pakistanaise. C'est très ambigu. Mais le fait est là, c'est que dernièrement, le Pakistan a compris que si jamais il n'agissait pas contre le Taliban pourrait tout simplement s'emparer du pays comme ils l'ont fait en Afghanistan.
Allez, deuxième sujet du jour, c'est l'offensive palestinienne au Conseil de sécurité de l'ONU. Et c'est le principal titre du quotidien Israël Hayom, Kerry au projet de résolution palestinienne, report ou veto. Alors le secrétaire d'État américain demande à l'autorité palestinienne de geler jusqu'aux élections d'Israël sa demande auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les Palestiniens en réponse menacent de s'adresser au tribunal pénal de La Haye. Réaction du Premier ministre Netanyahou cité par Israël Hayom. Quel culot. L'éditorialiste Dan Margalit dans le quotidien, lui, fait le rapport entre cette offensive diplomatique palestinienne et les élections en Israël. Les Palestiniens vont vers une ingérence, dit-il, dans les élections. Si Abou Mazen, Mahmoud Abbas, maintient son initiative, et la France aussi, et que les États-Unis ne parviennent pas à stopper cette offensive d'ici le mois de mars, le débat, dit-il, empoisonnera la campagne électorale en Israël. Et on finit avec le Jerusalem Post, qui dit que l'Europe se concentre sur le conflit israélo-palestinien. À Bruxelles, le Parlement européen, les signataires de la 4e Convention de Genève et au Luxembourg, la Cour européenne de justice se penchent aujourd'hui sur différents aspects du conflit israélo-palestinien, alors que la communauté internationale, affirme le Jerusalem Post, montre qu'elle n'attendra pas le résultat des élections en Israël. Alors on va revenir bien sûr sur ce projet de résolution qui sera présenté probablement aujourd'hui par les Palestiniens au Conseil de sécurité de l'ONU. Mais avant, j'aimerais qu'on revienne sur une autre actualité diplomatique. C'est le vote de reconnaissance de la Palestine aujourd'hui par le Parlement européen. C'est un timing plutôt intéressant, Dror. Oui, bon, alors on est bien évidemment en période électorale en Israël. Alors, la question qui se pose est est-ce que ce calendrier est dû au hasard ? Ou est-ce que sciemment le Parlement européen a voulu peser, rappeler son existence alors que les Israéliens vont décider de l'identité de leurs dirigeants au mois de mars ? Alors, a priori, c'est plutôt la première des options qui semble s'imposer. Un hasard du calendrier. Il faut souligner tout de même, Éléonore, que la formulation de la résolution qui sera présentée, qui sera soumise à l'approbation des députés européens, et c'est quelque peu adouci par rapport à sa version originelle. La reconnaissance de l'État palestinien n'est pas présentée comme étant une condition sine qua non à la progression du processus de paix. C'est plutôt une résolution qui va rappeler l'importance, l'urgence de la reprise des négociations israélo-palestiniennes, avec bien évidemment la solution des deux États comme un principe de base, mais sans que la reconnaissance de l'État palestinien en tant que tel soit inclus véritablement dans la résolution. Donc c'est une résolution qui est un petit peu à minima par rapport à celle qui a été adoptée par les parlements français, espagnol, britannique. C'est un vote qui n'a pas de réel impact juridique, pas d'impact contraignant non plus dans la suite du processus de paix entre Israéliens et Palestiniens. Non, à l'image des votes dans les différents parlements nationaux dont je viens de parler, pas de conséquences concrètes, pas de conséquences juridiques concrètes non plus, mais un effet boule de neige, un effet tache d'huile, ça se répand. On a l'impression effectivement de plus en plus que les pays occidentaux, les principaux alliés d'Israël, veulent faire pression sur les partenaires, sur les Israéliens et dans une moindre mesure sur les Palestiniens, pour que les négociations reprennent, pour que le processus de paix puisse renaître de ses cendres. Bien évidemment, en période préélectorale en Israël, il n'en est pas question. Jacques Néret, on a vu dernièrement les différentes démarches des Européens, des pays européens pour la reconnaissance d'un État palestinien. Est-ce qu'il sera là de quoi s'inquiéter de ce mouvement européen plutôt pro-palestinien ? Écoutez, je reprendrai la célèbre phrase du dictionnaire Larousse, je sème à tout vent. Alors si je sème du vent, je récolte des tempêtes. C'est ce que j'ai fait pendant 10 ans. Je n'ai rien fait. J'ai tout simplement ignoré la réalité internationale, j'ai ignoré ce qui se passe dans le monde, et je me suis suffi de dire ok, tout va, ça passera à côté de moi, ça va s'arranger tout seul et tout ça. Et le fait est là, c'est qu'il y a des développements dans le monde, il y a une attitude européenne qui est de plus en plus critique envers Israël. Vous mettez en cause la passivité de la diplomatie israélienne ? D'inexistence, je dirais, d'initiative israélienne dans le domaine des négociations avec les Palestiniens, je dirais le laisser-faire, et surtout le fait de dire ok, les choses vont se résoudre d'elles-mêmes. Et là, c'est la grande erreur d'Israël, et la grande erreur
erreur et de ne pas comprendre aussi... C'est trop tard aujourd'hui ? Je dirais d'une certaine manière, oui, c'est trop tard. Le Parlement européen, c'est une reconnaissance symbolique. On parle surtout aujourd'hui de symboles. On ne pourra pas changer, je dirais, les choses sur le terrain parce que nous sommes là. Nous sommes là, il faut quand même notre accord à nous. Mais du point de vue symbolique, je dirais, nous sommes les grands perdants. Alors, il y a un autre fait marquant, c'est la Haute Cour de justice, la décision de la Haute Cour de justice au Luxembourg qui a annoncé qu'elle retirait le Hamas de la liste des organisations terroristes européennes. On parle de problèmes techniques, mais est-ce que finalement ce n'est pas également politique, Dror ? Alors, c'est une évidence, je pense, pour tout le monde que le Hamas est effectivement une organisation terroriste et j'espère que c'est une évidence également pour la Cour de justice européenne. Le prétexte à cette décision un petit peu étrange, c'est effectivement un vice de forme technique. Les juristes du tribunal européen considèrent que les preuves qui avaient été en leur temps déposées au tribunal pour qualifier le Hamas d'organisation terroriste avaient été fournies par les États-Unis et pas par des pays membres de l'Union européenne. Donc vice de forme juridique qui entraîne cette remise en cause un petit peu encore une fois étrange et qui peut susciter l'étonnement, voire même l'agacement côté israélien. Là encore, alors on peut se poser la question, on a effectivement l'impression avec le vote du Parlement européen, toutes ces initiatives diplomatiques et le vote des différents parlements nationaux en Europe que l'Europe s'éloigne de plus en plus d'Israël ou fait pression de plus en plus sur la diplomatie israélienne. Alors, c'est encore une fois, s'il y a un vice de forme d'un point de vue strictement juridique, alors bien évidemment, il faut que ce soit réglé. La question qu'on peut se poser, c'est dans quelle mesure les juristes du tribunal européen, dans quelle mesure les responsables de la diplomatie européenne vont faire tout ce qui est en leur pouvoir pour que le plus rapidement possible, le Hamas soit réintégré à la liste des organisations terroristes. Comme peut-être une tentative de normaliser les relations entre le Hamas et l'Union européenne ? Écoutez, il y a plus que ça. Si jamais, effectivement, le Hamas est retiré de la liste terroriste, ça veut dire très simplement que le Hamas peut recevoir des fonds directs de c'est envisageable. Je dirais, ça c'est le grand problème. Je dirais, les États-Unis seront les premiers à se battre sur ce sujet. C'est pas dans la volonté de l'Union européenne de verser les fonds au Hamas. Exactement. Je dirais, il y a ici une volonté politique, une façon de faire comprendre à Israël que nous pouvons vous nuire d'une autre façon aussi. Mais là, je dirais, c'est un tir avec un ricochet qui va tout simplement toucher les Européens eux-mêmes. On ne peut pas retirer le Hamas, autrement le Hamas va commencer de nouveau à agir en Europe et tout ça. Je pense que les services européens ne sont pas tellement contents de cette décision-là, ne seront pas contents de cette décision. Et puis très vite, je dirais, ils trouveront la procédure pour reprendre la bonne décision, c'est-à-dire mettre le Hamas et le garder dans la liste des organisations terroristes. Alors on va revenir sur la principale actualité diplomatique du jour. C'est ce projet de résolution qui devrait être présenté aujourd'hui au Conseil de sécurité de l'ONU par les Palestiniens. Le négociateur palestinien Saïb Erekat s'est entretenu hier à Londres avec le secrétaire d'État américain John Kerry et les États-Unis ont annoncé qu'ils ne soutiendraient pas de texte appelant des démarches unilatérales. On regarde ce sujet signé Laberdugo, on en reparle juste après. Les États-Unis ne se sont pas prononcés sur le projet de résolution des Palestiniens à l'ONU. Une déclaration de John Kerry qui donne le ton. Dans un souci de conciliation, le secrétaire d'État américain s'est entretenu avec les Palestiniens et les Israéliens. Pour lui, la première nécessité est d'éteindre le feu des violences sur le terrain. Nous comprenons tous qu'il y a de profondes frustrations dans les deux camps. Nous comprenons tous les risques d'une escalade qui sont constants et réels. C'est pourquoi il faut impérativement faire baisser la température et apaiser les tensions pour avoir une occasion de trouver la voie que les Israéliens et les Palestiniens recherchent désespérément. Un peu plus tôt dans la journée, l'ancien président israélien Shimon Peres s'est entretenu avec le ministre français des Affaires étrangères Laurent Fabius. Objectif, convaincre les Français de reporter leur projet de résolution non contraignante au Conseil de sécurité de l'ONU après les élections israéliennes le 17 mars prochain. Le temps est venu pour la création d'un État palestinien. Je pense que la meilleure façon d'y arriver, c'est par le biais d'un accord et non pas par une décision unilatérale.
Nombreux s'accordent à dire que le statu quo entre Israéliens et Palestiniens ne doit plus subsister. Pour John Kerry, il est même intenable. Le secrétaire d'État américain a rencontré Saeb Erekat, chef des négociateurs palestiniens. Certains responsables palestiniens ont qualifié leur entretien de difficile. Une chose est sûre, pour les Américains, la solution viendra d'une reprise des discussions directes entre les deux parties et non de résolution unilatérale. Voilà, on a vu ce matin que les Américains ont annoncé qu'ils ne soutiendraient pas de texte qui appelle à des démarches unilatérales, donc Israël peut être rassuré, Dror, ce matin. Oui et non. Et sur le projet de résolution tel qu'il a été formulé par les Palestiniens, tel qu'il sera déposé par les Palestiniens, oui, les Israéliens peuvent être rassurés, mais ce n'est pas vraiment une surprise. On savait que les Américains n'allaient pas approuver un projet de résolution qui impose un retrait israélien des territoires de Cisjordanie. Même sur le texte français qui est plus adouci, là aussi on parle de démarche unilatérale. Alors là, les choses sont un petit peu plus complexes, un petit peu plus ambiguës. La rencontre hier entre John Kerry et Saeb Erekat s'est plutôt mal passée, d'après les informations dont on dispose. John Kerry a insisté à demander aux Palestiniens qu'ils repoussent le dépôt de leur projet de résolution au Conseil de sécurité de l'ONU. John Kerry lui-même considère qu'en période, encore une fois, électorale en Israël, ce n'est pas le moment. Le moment est malvenu pour que le Conseil de sécurité se penche sur de telles résolutions. Maintenant, concernant le projet de résolution élaboré par les Français en coopération avec les Britanniques et avec les Allemands, la position américaine est un petit peu plus ambiguë, encore une fois, parce que ce projet, la grande différence entre le projet français et le projet palestinien qui a été soutenu par les Ligues arabes, c'est que le projet français est moins radical, en ce sens qu'il n'impose pas d'ici 2 ans un retrait israélien des territoires, mais qu'il impose là aussi un calendrier de 2 ans, mais l'objectif est de parvenir à un accord d'ici 2 ans. Or, la formulation retrait israélien des territoires ne figure pas dans le projet de résolution français, donc il est plus modéré. Les Américains veulent obtenir encore davantage de compromis. Il y aura des tractations jusqu'au moment où le projet de résolution français sera ou non déposé. Il y a également des tractations entre les Européens et les Palestiniens. Il y a aussi une proposition américaine qui pourrait être révélée dans les semaines à venir. Il y a aussi un autre aspect de ce projet de résolution française, c'est que si dans les 2 ans aucun accord n'est trouvé, la France reconnaîtra la Palestine comme État. 2 ans, c'est beaucoup de temps. Et il y aura beaucoup de changements en Europe, en France même, et je dirais ici aussi en Israël. Donc pour l'instant, il faut s'occuper de la formulation de la résolution française. Et la résolution française pourrait être une grande surprise, je dirais, pour Israël. C'est-à-dire que une mauvaise surprise, atténuée par les Américains, ça pourrait être la nouvelle résolution de 242. Donc ça signifierait en d'autres termes, si on suit Jacques Neria, que les Américains soutiendraient ou ne feraient pas usage de leur droit de veto si ce projet de résolution obtient une majorité au Conseil de sécurité. Tout à fait. Et quelle est la place de la Ligue arabe, puisqu'on sait qu'hier, John Kerry s'est entretenu aussi avec des dirigeants de la Ligue arabe. Finalement, la position de la Ligue arabe, on le sait, est plutôt pour ce projet israélo-jordanien. Est-ce que la Ligue arabe voudrait elle aussi récupérer une place de médiateur finalement dans ce conflit ? Dans une de mes conversations avec Feu Jumblatt, le père, il me disait, vous savez, monsieur, que sont les Arabes ? Je lui dis non, je ne sais pas. Il me dit, c'est un grand zéro à gauche. Alors la Ligue arabe, c'est un grand zéro à gauche. Un grand zéro à gauche. Voilà, tout à fait. Et vous n'avez pas l'impression d'une espèce de bataille diplomatique sur qui va récupérer le poste de médiateur officiel entre Israéliens et Palestiniens ? On a vu qu'il y avait une proposition jordanienne, une proposition française, bientôt une proposition américaine. On a l'impression un peu une lutte sur la scène diplomatique à qui reviendra ce rôle de médiateur et peut-être même de salvateur dans ce conflit ? Ce qui est certain, c'est qu'on constate un activisme diplomatique beaucoup plus important qu'auparavant de la part des Européens, de la part de la France. Dans le dossier moyen-oriental, on avait l'impression que depuis l'échec du processus de paix relancé de ces négociations de 9 mois qui avaient été relancées à l'initiative de John Kerry, justement, eh bien, les Américains s'étaient un petit peu désintéressés des affaires moyen-orientales. Ils avaient d'autres chats à fouetter.
souhaité manifestement. Et dans ce vide créé, eh bien, les Européens ont cru qu'il y avait l'occasion pour eux de peser sur les affaires israélo-palestiniennes, mais la diplomatie américaine elle-même a repris un petit peu du poil de la bête concernant le dossier israélo-palestinien. Donc oui, effectivement, il y a une coopération. Les positions américaines et les positions européennes sur le dossier israélo-palestinien sont très proches les unes des autres, finalement. L'administration démocrate et la diplomatie européenne considère que les moyens de parvenir à une résolution du conflit israélo-palestinien sont les mêmes, à savoir l'établissement d'un État palestinien dans des délais relativement brefs. Et là-dessus, eh bien, ils sont bien évidemment un petit peu en porte-à-faux avec le gouvernement israélien actuel. Mais ce qu'on peut regretter, c'est qu'on a l'impression que les pressions sont faites essentiellement sur Israël et peut-être un petit peu moins sur les Palestiniens, parce que l'échec des négociations de l'an dernier, relancer encore une fois l'initiative de John Kerry, n'est pas dû uniquement à la mauvaise volonté israélienne. Le fait que Mahmoud Abbas ait cru bon de se rapprocher du Hamas, alors depuis les choses se sont à nouveau gâtées entre l'autorité palestinienne et le Hamas, mais ce rapprochement avec l'établissement de ce gouvernement d'union, eh bien, n'a rien fait pour arranger les choses. C'est le moins qu'on puisse dire. On va tout de suite rejoindre Emmanuel Narshon par téléphone, le porte-parole du ministre des Affaires étrangères israélien. Monsieur Narshon, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. On aimerait une réaction officielle suite à cette presque annonce des Américains d'opposer leur veto au Conseil de sécurité, au projet de résolution jordano-palestinien qui devrait être présenté aujourd'hui au Conseil de sécurité de l'ONU. Voilà, alors il y a en fait deux obstacles, parce que il y aura certainement un veto américain, mais il faut dire aussi que c'est peu probable que les Palestiniens réussissent à obtenir les 9 voix qui leur assurent une majorité au Conseil de sécurité. Donc c'est même pas certain que les États-Unis auront besoin d'exercer ce droit de veto. Mais ce qui est certain, c'est que les États-Unis s'opposeront à l'initiative palestinienne parce que c'est une initiative unilatérale qui va à l'encontre des intérêts de l'État d'Israël et qui ne contribue en rien, en fait, à la paix au Moyen-Orient. Benjamin Netanyahou a parlé donc justement de sanctions contre cette politique unilatérale. De quelles sanctions s'agit-il exactement ? Bon, il faut dire que ce que font les Palestiniens depuis un certain temps n'est vraiment pas utile et n'est pas utile à la cause de la paix parce que les Palestiniens sont tombés amoureux d'une stratégie illusoire qui consiste en fait à recevoir des appuis de parlements à travers l'Europe et d'organisations internationales, et ceci au lieu de négocier directement avec nous. Alors bien sûr qu'il y a un prix à payer, parce que sans négociation, nous allons nulle part, et c'est très mauvais pour les Palestiniens aussi. Quelles seront les mesures concrètes qu'adoptera le gouvernement israélien, ce gouvernement ou bien le gouvernement qui suivra les élections du 17 mars? Ça, nous ne le savons pas encore. Mais il est certain que nous devons envoyer un message très fort aux Palestiniens leur disant, écoutez, vous ne pouvez pas continuer de cette manière, c'est nuisible à la paix. Un dernier mot peut-être sur le vote prévu aujourd'hui du Parlement européen sur la reconnaissance de l'État de Palestine. Est-ce que c'est un vote qui inquiète le gouvernement israélien ? Non, pas vraiment. J'ai vu un texte qui circule déjà, qui est en fait le texte de compromis des divers groupes politiques au sein du Parlement européen. Et ce que dit ce texte, en gros, c'est que le Parlement européen appelle à reconnaître un État palestinien, mais il appelle à le faire dans le cadre des négociations et en fait comme aboutissement d'un processus de négociation entre Israël et les Palestiniens. Donc c'est quelque chose que nous pouvons accepter, bien que nous aurions préféré que cette initiative n'ait pas lieu. Merci beaucoup Emmanuel Narshon d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du ministère des Affaires étrangères israélien. Tout à fait ce que je pensais. Plus ça change, plus c'est la même chose. Plus c'est-à-dire développer, Jacques Médéa. Ça veut dire rien ne s'est passé. L'Europe continue dans son parcours pro-israélien, rien ne change, nous sommes là, et les Palestiniens ne seront jamais indépendants, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Non mais tout de même, encore une fois, la résolution qui sera adoptée par les députés européens, c'est quand même une résolution qui va beaucoup moins loin que celle qui a été adoptée par les parlements britanniques, français, il y a une érosion continue dans les positions israéliennes, il faut reconnaître. Alors un mot peut-être sur
cette tentative diplomatique un peu moins formelle, celle de l'ancien président israélien Shimon Peres. Il était hier à Paris, il a rencontré le ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius. Aujourd'hui, demain, il doit rencontrer François Hollande. Finalement, qu'est-ce qu'on essaye de faire? Qu'est-ce que les Israéliens essayent de faire? On a l'impression qu'avec Benyamin Netanyahou, ça ne marche pas. Benyamin Netanyahou n'a pas vraiment d'écho en Europe. Alors, on essaye d'envoyer quelqu'un de plus populaire, une personnalité plus populaire comme Shimon Peres. L'agenda de Shimon Peres est un agenda travailliste. Il ne faut pas se tromper. Il est là. Il y a encore un agenda travailliste. C'est un agenda travailliste. C'est tout à fait. Il ne faut pas se tromper sur. Naturellement, il est national et il présente, je dirais, une position qui semblerait être israélienne, qui encouragerait le gouvernement, mais en fait, il représente ce qu'il représente. C'est un enjeu électoral. C'est un enjeu, tout à fait. Non seulement ça, je dirais aussi, mais l'agenda de Peres n'est pas uniquement un agenda politique. Il est en train de circuler l'Europe pour pousser, je dirais, un projet économique du centre Peres. Ouais, quoi qu'il en soit, les Européens, en tout cas les Français, sont plus enclins à écouter ce qu'a à dire Shimon Peres que le Premier ministre israélien. Mais pas français d'abord. Déjà, première remarque, personne ne s'attendait à ce que Shimon Peres, qui n'a que 92 ans, c'est un jeune homme. Personne ne s'attendait à ce que Shimon Peres prenne une véritable retraite. On s'attendait à ce que même après qu'il ait quitté le poste de président de l'État d'Israël, il reste un personnage actif. Et effectivement, il est très populaire, très apprécié en France, en Europe, peut-être encore davantage qu'en Israël même. Et donc oui, il a repris son bâton de pèlerin pour faire avancer le processus de paix. C'est une cause qui lui tient à cœur. Et évidemment, et effectivement, comme vient de le dire Jacques Neria, c'est aussi une implication dans la campagne électorale. On peut s'attendre d'ailleurs à ce que Shimon Peres soit impliqué peut-être encore plus directement à mesure que l'on se rapproche. On parlait même de le mettre à la tête du Parti travailliste. Ouais, tout à fait. Un autre aspect aussi intéressant peut-être, c'est ce dont vous parlez tout à l'heure. J'aime bien le bâton de pèlerin, j'aime bien cette expression. Vous et Avigdor Lieberman, vous deux, vous avez parlé justement du manque d'initiative israélienne pour une reprise des négociations. Oui. Et vous dites que le gouvernement israélien finalement n'a rien fait, il n'a pas lancé d'initiative. Mais de quel genre d'initiative pourrait-il s'agir pour relancer ce processus de paix? Écoutez, il faut se décider d'abord de dire, ok, est-ce que nous avons un partenaire, oui ou non? Si nous avons un partenaire, rappelez-vous d'Ariel Sharon à l'époque, il a dit, écoutez, si nous n'avons pas de partenaire, il faut que nous prenions les devants et nous prenions des décisions qui sont, je dirais, de nos propres intérêts. Est-ce que notre intérêt est de rester dans cette situation où nous sommes immiscés avec les Palestiniens à perdre notre identité nationale, ou il faut se séparer? Et si les Palestiniens ne sont pas capables de s'asseoir avec nous et de discuter cette séparation, il faudra que nous-mêmes prenions des décisions concernant cette séparation entre nous et Palestiniens. Donc, automatiquement, ça relève d'une initiative politique, une initiative de discussion, de négociation avec les Palestiniens, qui que ce soit de l'autre côté, que ce soit Mahmoud Abbas ou quelqu'un d'autre, nous sommes obligés de nous asseoir. Et israélien également. Et tout à fait, il faut s'asseoir. Alors, pour l'instant, nous sommes paralysés. Nous sommes paralysés jusqu'à mars. Donc, rien ne va se passer jusqu'à mars. Et non seulement ça, il y a encore 2 autres mois, peut-être même 3 mois après mars, jusqu'à la formation du nouveau gouvernement. La nouvelle formation. Merci beaucoup, Jacques Neria. Merci, Dror Even-Sapir. Et merci à vous, Maurice Fergan, d'avoir été avec nous ce matin. À suivre, retour sur cet assaut sanglant qui a frappé la région de Peshawar, dans le nord-ouest du Pakistan. Plus de 140 morts, dont plus de 100 enfants. On y revient dans quelques minutes, juste après le journal. हम पहले क्या स्कूल का काम करे तो 4th पीरियड स्टार्ट था, अचानक से फायरिंग हुई तो हमें टीचर्स ने कहा कि आप ना डरे। तो क्लासों में बच्चे कम थे, ऊपर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के पेपर थे, वो बैठे हुए थे, तो 6-7 बंदे थे, हमने देख लिया, वहाँ से भाग गए और वो This act of terror angers and shakes all people of conscience, and we condemn it in the strongest terms possible.
retour sur le plateau du Morning. Merci d'être toujours avec nous. On parle tout de suite de ce terrible assaut hier à Peshawar, dans le nord-ouest du Pakistan. Plus de 140 morts, dont plus d'une centaine d'écoliers. L'assaut a commencé hier vers 10h30 heure locale et a duré près de 7 heures. Quelques 500 enfants étaient présents dans l'école. On regarde ce sujet de David Klezewski, on en reparle juste après. Les militaires avaient d'abord évoqué une prise d'otage. 10h30, heure locale, des dizaines de soldats affluent vers cette école de Peshawar. 7 à 8 assaillants menaient un assaut. Les explosions entendues au début de l'attaque sont de mauvais augure, mais l'ampleur du massacre va bien au-delà des craintes. Les talibans pakistanais se sont livrés à une exécution méthodique de tous les enfants qu'ils ont pu trouver, classe par classe. Plus d'une centaine d'écoliers sont morts, tous âgés entre 9 et 20 ans. Il y avait une fête célébrée pour les classes de 9 et 10 ans. Là-bas, un petit nombre d'enfants étaient présents. Mais à l'étage supérieur, il y avait des examens de classe des 11 et 12 ans. Les écoliers étaient assis là. J'ai vu que les assaillants étaient 6 ou 7 hommes. Ils entraient dans chaque classe et ils battaient les enfants. Il aura fallu aux forces armées 6 heures pour venir à bout des islamistes. 6 longues heures au cours desquelles les secours n'ont pas eu d'autre choix que de compter les victimes alors que les échanges de tirs se poursuivent entre militaires et islamistes. Certains d'entre eux sont munis d'armes à feu, d'autres ceinturés d'explosifs qu'ils ont déclenchés. Un massacre immédiatement revendiqué par les talibans pakistanais. Ils affirment vouloir venger les bombardements meurtriers de l'armée. Cette attaque est une réponse à l'offensive Zarb-e-Azb, à la vague d'assassinats perpétrés contre les talibans et au harcèlement de leurs proches. La jeune icône pakistanaise Malala dénonce un acte atroce et lâche. Elle aussi avait été victime d'une attaque talibane et milite depuis sans relâche pour que les jeunes filles aient le droit à l'éducation. Au Pakistan, plusieurs centaines d'autres écoles publiques ont été visées ces dernières années. Mais l'assaut de ce matin est l'un des plus meurtriers que le pays ait connu. Plusieurs habitants appellent à ce que justice soit faite. L'incident qui a eu lieu à Peshawar est un acte très regrettable. Si de tels actes ont lieu plus souvent, comment pouvons-nous étudier dans les écoles? Nous avons donc besoin de punir fermement ceux qui étaient derrière cette attaque. À l'étranger, les réactions se sont multipliées. Condoléances du rival indien qui fustige un acte inhumain. Attaque ignoble pour la France, odieuse pour Barack Obama. Depuis 2007, les talibans du Pakistan ont mené des centaines d'attaques causant la mort de plus de 7000 personnes. Le groupe armé réclame l'instauration dans le pays d'une loi islamique la plus rigoriste. Voilà, m'a rejoint sur ce plateau Ali Waked, bonjour, consultant et 24 News et spécialiste du monde arabe, également Betsabé Salem, bonjour. Bonjour on commence avec vous Betsabé, on reparle de cet attentat bien sûr, et vous, de cet assaut, et vous nous parlez des talibans du TTP. Hein. Oui, tout à fait, TTP qui est le principal groupe terroriste du pays, du Pakistan, le mouvement des talibans du Pakistan qui prône la charia, l'anti-américanisme, qui s'oppose à l'éducation des filles, qui d'ailleurs traite en général les femmes d'une façon peu reluisante. Elles portent la burqa, sinon elles sont fouettées, elles n'ont pas le droit de se maquiller. Par exemple, les femmes ont régulièrement les doigts coupés si elles portent du vernis à ongles, etc. etc. Une longue liste de ce genre de traitement. À l'origine, le groupe a été soutenu et entraîné par Al-Qaïda. Le TTP recouvre aujourd'hui une coalition de beaucoup de groupes plus ou moins gros, djihadistes, plus ou moins dissidents. En tout, on a plusieurs dizaines de milliers d'hommes. Alors où est-ce qu'il se trouve? Il se trouve dans cette région qui est limitrophe de l'Afghanistan, le Waziristan du Nord, vous voyez, au nord-ouest donc du Pakistan. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, le TTP est affaibli par les attaques de drones américains, bien sûr, par les dissensions internes. On a vu qu'il y a beaucoup de petits groupes. Les combattants du TTP aussi ont un nouveau chef depuis un an à peu près, qui a du mal à s'imposer. Le mollah Fazlullah, qui a remplacé un chef qui a été tué lors d'une attaque de drone. Il est même surnommé le mollah radio. Pourquoi? Parce qu'il répète sans arrêt des prêches sur les antennes locales, et il est opposé à toute négociation avec le gouvernement d'Islamabad. Alors, c'est pas la première fois que ces talibans frappent. Hein. Non, alors effectivement, ils mènent depuis 2007, l'année de leur fondation, des attentats régulièrement, des attentats qui vont bien au-delà de la région dans laquelle ils sont regroupés. Ils ont mené surtout des attentats contre les forces de sécurité, contre la police. Ils accusent l'État d'être l'allié des États-Unis dans la région, et en tout, ces attentats
on fait, attention, 7000 victimes. Regardez, Libération a publié un graphique de ce bilan assez dramatique, et ce sont ces mêmes TTP qui ont tenté d'assassiner le jeune prix Nobel Malala Yousafzai, c'était en 2012, qui ont frappé en juin dernier l'aéroport de Karachi. Et c'est en juin justement qu'après avoir rechigné pendant des années à vraiment lancer une offensive d'envergure, le gouvernement pakistanais est passé finalement à l'action. C'était après une tentative de négociation qui a échoué une fois de plus. Et là, on a eu en juin dernier une opération sans précédent de l'armée pakistanaise. On voit les populations là qui fuyaient par milliers devant ces attaques. Et l'attaque de l'école d'hier, qui est une école de l'armée, c'est en représailles, expliquent les combattants de TTP, en représailles à cette action de l'armée. Et c'est l'attaque la plus meurtrière, avec donc dernier bilan 141 victimes, dont 132 écoliers. Merci beaucoup Betsabé Salem. On va tout de suite en parler avec Didier Chaudet, spécialiste des questions diplomatiques et sécuritaires associées au Pakistan et à l'Asie centrale. Bonjour, merci d'être avec nous par téléphone ce matin. Alors depuis l'offensive de l'armée en juin dernier, de l'armée pakistanaise, est-ce que ce genre d'attaque était à prévoir, était prévisible ? Hélas, c'était ce que les talibans mettaient en avant. Il faut se dire que l'armée était prête à agir depuis bien plus longtemps. Mais il s'agissait de respecter le processus démocratique, et pour les élites civiles au pouvoir, il s'agissait d'éviter autant que possible un bain de sang. Quand vous vous mettez à combattre les terroristes vivent au milieu de populations, tiennent en otage parfois des populations. Et quand vous attaquez l'un, très souvent, hélas, vous blessez, voire vous tuez certains des autres parmi les civils, et ça reste des citoyens pakistanais. Donc il y a eu ce débat démocratique, les terroristes ont montré, les talibans ont montré qu'ils n'étaient pas prêts au dialogue, et à partir de là, l'armée a agi, surtout après la grande attaque contre l'aéroport de Karachi, quelques jours avant l'action dans le nord-Waziristan. Alors, comment pensez-vous que l'armée pakistanaise peut réagir ? On met beaucoup en avant depuis justement cet assaut les positions peut-être ambiguës de l'armée pakistanaise. Et ça, c'est le grand problème dès qu'on parle du Pakistan, c'est qu'on en vient toujours à des considérations en fait, qui relèvent des années 80, et des considérations qu'en tant qu'occidentaux, on a soutenues dans les années 80. L'idée, c'était de soutenir les moudjahidines contre les communistes en Afghanistan. Les communistes, à l'époque, il faut le rappeler, c'était quand même eux qui construisaient des écoles pour filles et qui essayaient de donner le droit aux femmes. Ce n'est pas politiquement correct de le dire, mais à l'époque, dans les années 80, parmi ceux qu'on a considérés comme de grands libérateurs, se trouvait quelqu'un comme Hekmatyar, qui a été un grand ami de Ben Laden, un djihadiste forcené, et un trafiquant de drogue qui fait que l'Afghanistan est le plus grand fournisseur d'héroïne aujourd'hui au monde. Donc ce que les Pakistanais ont pu faire dans les années 80 et 90, 80 avec le soutien des Occidentaux, 90 avec leur propre approche, n'est plus exactement ce qu'ils ont fait aujourd'hui, en bonne partie parce que vous avez une nouvelle génération de militaires pakistanais qui ont combattu, eux, dès les années 2000. Il faut se dire que le début des opérations en zone tribale, ça a commencé en 2004. Donc ça ne date pas d'hier, et ils ont vraiment combattu assez fortement à partir de 2009. Ça a été de comprendre que l'ennemi en face d'eux n'était pas prêt au dialogue, prenait en otage une partie de la population, une population tribale, pachtoune, que le centre au départ ne comprenait pas assez, mais que maintenant ils comprennent très bien, et qu'il s'agit d'aider d'une façon ou d'une autre de libérer de ces groupes terroristes. Merci beaucoup Didier Chaudet d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions diplomatiques et sécuritaires associées au Pakistan et à l'Asie centrale. Merci d'avoir été avec nous. Alors Ali Waked, les talibans, on l'a vu dans le sujet, plutôt justifient cette attaque comme un acte de représailles à l'offensive de l'armée pakistanaise. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas aussi un message envoyé au monde ? Parce qu'on parle quand même de 140 victimes, dont plus de 100 enfants. Attaquer une école, c'est un message très fort. C'est un message envoyé essentiellement au gouvernement pakistanais qui, depuis très longtemps, a l'intention d'essayer de battre les talibans du Pakistan et de sécher les sources et les puits de soutien de cette organisation. Cet acte, elle est surprenante du fait
fait que le Taliban reçoit son soutien et son support de la population, et même la population pashtunaise, même ceux qui soutiennent et supportent les talibans ne peuvent pas justifier ce genre d'attaque comme on a vu dans cette école, Éléonore. Mais la grande question, c'est comment est-ce que le régime pakistanais va réagir. On sait que les services de sécurité pakistanais sont divisés. Alors, je veux rappeler à tout le monde, le Taliban, on les a connus premièrement en Afghanistan. Les talibans afghans ont été créés, fondés au Pakistan. Donc maintenant, les Pakistanais, les services de sécurité pakistanais qui ont été à la source de la fondation, de la création des talibans afghans, payent maintenant le prix. Est-ce que c'est les mêmes, ces talibans de l'Afghanistan et du Pakistan, puisqu'on dit qu'il y a plusieurs obédiences chez les Pakistans. Ils ont la même idéologie, et le fil central des talibans Pakistan obéissent le Mollah Omar, le chef des talibans afghans. Il y avait une scission il y a quelques semaines au sein des talibans du Pakistan, quand Mullah Shahid, qui était le fameux porte-parole des talibans, a prêté sa loyauté au calife de l'État islamique, Abu Bakr al-Baghdadi, pour juger que le Mollah Omar, le chef des talibans en Afghanistan, était incompétent en comparaison au Abu Bakr al-Baghdadi. Donc il y a des scissions, et Betsabe a mentionné ça, au sein des talibans du Pakistan. Il y a d'un côté la main dure du gouvernement. On a vu dans le graphe de Libération le fait que le nombre de victimes en 2014 était plus bas que les années précédentes. C'est vrai que pas seulement c'est dû au processus de négociation auquel les talibans pakistanais ont essayé de donner quelques chances, mais il y a une campagne du gouvernement qui vise les talibans. Mais Éléonore, l'atmosphère dans laquelle émergent les talibans, à mon avis, ne donne pas grand espoir à un changement, au moins un changement rapide. Les services de sécurité pakistanais sont les vrais maîtres de ce pays, et pour continuer à garder leurs privilèges, je ne vois pas le service de sécurité, les services secrets, l'armée. Tout à fait, parce que le fait que les talibans survivent, c'est le raison d'être pour la conservation de leurs privilèges de services secrets et de l'armée. L'armée pakistanaise et les services pakistanais mais garde, en tout cas protège ces talibans, c'est ce que vous êtes en train de nous dire? Je ne veux pas dire protège, mais l'Occident a accusé les services secrets pakistanais d'avoir donné le soutien aux talibans de l'Afghanistan, d'avoir donné le soutien à Osama Ben Laden, et d'avoir garanti l'abri à Osama Ben Laden pour quelques moments. Donc il y a ici un double jeu des services secrets. Un, d'un côté, pour garder leurs privilèges, et deux, parce qu'il y a des gens dans les services secrets et des gens dans l'armée qui sont des islamistes, pas moins que les talibans, pas moins que Al-Qaïda. Il faut se rappeler, l'Afghanistan, le Pakistan, c'est un pays émergent. Presque 50% de la population, elle est âgée de 15 ans, jusqu'à 15 ans, entre 0 et 15 ans. Et sur et l'âge médian, il est de 20 ans, 20 et quelques mois. Et 50% de ces 0-15 ne vont pas à l'école. Et une très grande partie de ces 50% sont bien sûr les filles. Et ceux qui vont à l'école, ils vont dans les fameuses madrasas, les écoles coraniques, religieuses, financées par l'Arabie Saoudite, et qui adoptent, l'Arabie Saoudite, et qui adopte le wahhabisme saoudien, qui il est l'interprétation peut-être la plus dure, celle qui est la plus proche à Al-Qaïda et au salafisme de l'islam. En quelques mots rapidement, est-ce que vous pensez que pour lutter contre ces talibans, on pourrait aujourd'hui envisager une intervention étrangère, une intervention occidentale par exemple ? Là, les Américains viennent de quitter l'Afghanistan, viennent de quitter l'Irak. Le président Obama répète sans cesse « without boots », sans bottes en Irak et en Afghanistan. Donc je vois très mal la topographie du Pakistan. Elle est montagneuse, elle est très dure à faire face aux talibans pakistanais qui connaissent très bien leur milieu. C'est la place où ils vivent. Je vois très mal. La question, est-ce que le Pakistan sera prêt à payer le prix que les talibans pakistanais exigent? Et le prix, c'est l'adoption de la charia dans l'interprétation la plus dure, celle des talibans pakistanais.
Merci beaucoup Ali Waked, merci Betsabé Salem d'avoir été avec nous. À suivre, Laetitia Loreni nous parlera des sorties de la semaine. Quel film ne fallait-il pas manquer? C'est dans quelques minutes, juste après le journal. Retour sur le plateau du Morning en compagnie de Betsabé Salem. Rebonjour Betsabé. Rebonjour. On parle de l'économie russe. C'est le premier de vos clics qui est dans une mauvaise passe, c'est le moins qu'on puisse en dire. Oui, tout à fait, au bord du gouffre, même pour le Telegraph en Grande-Bretagne. Et oui, le rouble est en chute libre face au dollar et à l'euro, en chute de plus de 20% en 2 jours. Alors l'ours a beau gronder, même les mesures radicales qui ont été prises par le gouvernement russe n'ont pas servi à grand-chose. Même les mesures prises par la Banque centrale qui a élevé notamment ses taux, et le quotidien britannique de souligner la perte de confiance maintenant dans cette économie russe. Le gouvernement russe, Poutine, lui est muet, mais le ministre concerné a annoncé des mesures pour stabiliser le rouble, des mesures de soutien au secteur bancaire par exemple, comme le rappelle le quotidien Le Monde, mais on a quand même l'impression que Moscou pédale dans la semoule, et face à un Poutine qui tentait encore au début du mois de rassurer sa population, l'éditorial du Washington Post insiste, désolé Poutine, l'économie russe est condamnée. Le geste désespéré de la Banque centrale n'a donc pas suffi, et tant que le prix du pétrole baisse. Alors le point se moque, quand le rouble ne vaut plus qu'un kopek, quand le rouble ne vaut plus un kopek, soulignant Vladimir Poutine joue gros demain jeudi. Il donnera une conférence de presse, et le honneur qu'on suivra certainement au pouvoir depuis 2000. Maintenant, le président russe va devoir persuader ses compatriotes qu'il maîtrise encore la situation économique. Alors justement, on parlait avec Dan Katarivas, directeur des relations internationales de l'Union des industriels israéliens. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. La Russie est entrée, on l'a entendu, dans une grave crise monétaire malgré des mesures radicales adoptées hier pour enrayer l'effondrement du rouble. Est-ce que ce qui est mis en avant surtout, c'est l'impuissance de Vladimir Poutine, du président russe, face à cette crise monétaire? Non, je pense qu'effectivement, cette crise monétaire, d'ailleurs, qui n'est pas la première, il faut se souvenir qu'en 1998, déjà, la Russie a subi une crise assez importante. Et aujourd'hui, avec le gouvernement de Poutine, pour l'instant, Poutine ne s'est pas prononcé, n'a pas parlé, a laissé les marchés essayer de se redresser. On verra demain ce que Poutine aura à dire. Mais effectivement, il y a une crise qui est une crise financière, mais c'est surtout une crise de confiance. Confiance dans le gouvernement russe, et c'est quand même M. Poutine qui est à la tête, donc c'est une crise de confiance. Et aujourd'hui, je dirais, les places économiques ou les institutions financières mondiales et russes même ne font plus confiance à Poutine. Et c'est ça la chose la plus grave en fait. Alors, vous dites l'impuissance du gouvernement, mais la cause de cette crise, est-ce que c'est pas aussi, déjà d'une part, la baisse fulgurante des cours du pétrole, et puis aussi, on met en cause la politique de sanctions occidentales contre la Russie? Il est certain que ce sont les facteurs qui ont accentué la crise, mais la crise est une crise fondamentale de la manière dans laquelle la structure de l'économie russe ou sur quoi l'économie russe est basée. Le fait que l'économie russe est en fait une économie qui est basée presque, je dirais, exclusivement sur le pétrole et les revenus du pétrole, et que toutes les réformes économiques qui auraient dû redresser l'économie russe et diversifier l'économie russe, le fait que la Russie n'a pas justement changé sa structure économique et a basé toute son économie sur les revenus du pétrole, le fait est que maintenant, avec le prix du pétrole qui est en baisse et les sanctions européennes qui certainement touchent aussi tous les différents secteurs en Russie, cela s'ajoute, mais au problème de base qui est la structure de l'économie russe qui est très malsaine. Merci beaucoup Dan Katarivas d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur des relations internationales de l'Union des industriels israéliens.
Allez, on parle à présent de cet attentat après cet assaut sanglant au Pakistan. Le Yémen hier qui a également été la cible Betsabé d'un attentat terroriste qui a fait 25 morts, dont 15 écolières. Tout à fait. Ça s'est passé à Rada, c'est le bastion des djihadistes de l'Aqpa Al-Qaïda dans la péninsule arabique. En fait, il y a eu 2 attentats, 25 à 31 morts selon les bilans. Une bombe a explosé au passage notamment d'un bus scolaire, 15 à 20 victimes selon les bilans. CNN parle de 20 enfants, tous moins de 12 ans. Ils se trouvaient à bord du bus. Ils ont été tués donc au passage près d'un barrage contrôlé par les miliciens chiites. Houthis, qui sont donc en guerre avec Al-Qaïda et qui étendent leur contrôle dans la région, ce qui ne plaît pas beaucoup aux djihadistes d'Al-Qaïda. Et pour preuve que ces attentats sont bien dirigés contre ces miliciens chiites, eh bien, la 2e voiture piégée dont je vous parlais a fait 10 morts près d'un domicile d'un responsable local réputé proche des Houthis, justement. Alors face à ces luttes meurtrières entre groupes djihadistes et milices, le gouvernement semble bien impuissant au Yémen en tout cas. Une journée très sombre hier. Allez, on parle maintenant d'une innovation en matière de cannabis. Voilà, on change de sujet. Avis aux amateurs de cannabis, voilà de quoi peut-être vous donner bonne conscience, ou en tout cas meilleure conscience. L'homologue au cannabis de l'e-cigarette débarque en France. 3 Français ont inventé cette vapoteuse au cannabis. Légale. Raconté pour l'instant, c'est tangent, Éléonore, c'est Europe 1 qui nous raconte d'ailleurs, qui se demande, faudra-t-il l'appeler E-pétard ou joint électronique? Ça fait sourire en tout cas Laetitia. Son nom, Canava, particularité, ce e-joint sera sans THC. THC, c'est ce qui donne au cannabis ses effets psychotropes, mais il y aura, rassurez-vous, du CBD, et ça c'est la molécule qui a de nombreux usages thérapeutiques. Comprenez, celle-là aussi, elle peut faire du bien. Alors, autorisation de mise en vente sur le marché, vous avez raison Éléonore, sauf que Marisol Touraine s'est déjà érigée, et parce qu'en fait, finalement, au regard de la loi française, c'est quand même extrêmement bancal, et beaucoup de spécialistes disent que normalement, ça devrait être interdit. Ah bah oui. Bon alors, pendant que certains souhaitent vapoter tranquillement, d'autres voudraient rafraîchir la planète. Voilà, on parle d'un savant, d'un chercheur canadien, David Case, c'est Courrier International qui nous rapporte ce qui a été écrit à son sujet dans Der Spiegel. C'est un homme qui inspire la haine. En fait, il a reçu beaucoup de courriers et autres courriels, même des menaces de mort. Pourquoi? Parce qu'en fait, il ne veut pas mener ses expériences en laboratoire, mais dans la nature. Or, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut rafraîchir la planète, et pour ça, il veut envoyer en l'air un énorme nuage d'1 kilomètre d'acide sulfurique, ce qui n'est pas sans danger. Je vous épargne tous les détails scientifiques, mais lui, ce qu'il essaie de faire, c'est de renvoyer les rayons du soleil afin de protéger donc la température de la Terre et de rafraîchir la Terre. Voilà, beaucoup de controverses, on entendra peut-être encore parler. Allez, le dernier de vos clics, c'est un mot de sport avec l'annonce de Thierry Henry qui s'en va. Voilà, finalement. Sauf que ça ne va pas vraiment être du sport. On va éviter de se faire un palmarès des meilleurs buts. Moi, j'ai préféré vous donner quelques autres exemples du palmarès des 10 choses qu'on ne savait pas sur Thierry Henry. Ça a été récupéré par le Figaro hier. Alors, exemple, ce triplex à 10,8 millions d'euros, ça vous fait plier les yeux. Ça a fait les choux gras de la presse new-yorkaise d'ailleurs à l'époque, en 2010, un appartement en plein Soho. Voilà, avec 3 étages, plusieurs chambres, salle de bain et même un ascenseur disponible depuis la rue pour aller garer sa voiture en toute tranquillité. Alors sinon, on apprend qu'il a été divorcé d'un mannequin britannique, au cas où vous ne le saviez pas, Claire Merry. Il s'est remarqué avec un autre mannequin, et oui, il aime les jolies filles, bosniaque cette fois-ci. Il a eu une fille de la première, un fils de la deuxième, et puis il n'aime pas que les jolies filles. Apparemment, il serait très copain avec Tony Parker. Thierry explique à la presse, notamment chez lui, je me sens comme chez moi, et inversement, on aura plus de temps pour se voir après la fin de nos carrières. Et ben voilà, ils ont plus de temps. Elle n'était pas mannequin, Andrea, elle était étudiante. Il l'a rencontrée à Barcelone. Elle habitait après. Non. Bon, je la connaissais une avant. simple étudiante. Je me permets. Merci beaucoup, Betsabé Salem. On va parler avec vous, Laetitia Loreni, des sorties de la semaine, et vous nous dites tout sur ce qu'il ne fallait pas manquer. Voilà, alors on va d'abord commencer quand même par la news qui vient de tomber, c'est CNN qui nous l'annonce. Alors on en parlait la semaine dernière, la Corée du Nord n'est pas contente du tout, elle est même furieuse de la sortie de cette comédie américaine The Interview. Pour dissuader les distributeurs de lancer le film, on a du dirigeant. Une parodie, c'est surtout un film qui met en scène, donc oui, c'est une fausse, un faux complot de la CIA pour aller tuer le dictateur en Corée du Nord. Donc là, effectivement, les producteurs, on a entendu parler de ce hacking. Ils ont hacké les mails des leaders du groupe Sony Pictures, dévoilant des messages assez embarrassants, notamment ils tapaient sur Angelina Jolie, Leonardo DiCaprio, sans que les personnes concernées ne le sachent. Et là, c'est devenu complètement public. Alors là,
bien, ils mettent la vitesse au-dessus, ils passent à la vitesse au-dessus, ces hackers, puisqu'ils dévoilent dans un communiqué, nous allons vous montrer clairement dans tous les lieux où l'interview qui tue sera diffusée, notamment lors de l'avant-première, à quel destin tragique sont voués ceux qui cherchent à se moquer de la terreur. Et puis ils évoquent le World Trade Center, les événements du World Trade Center, en disant « Rappelez-vous, le 11 septembre 2001, nous vous recommandons de vous tenir à distance de ces endroits où le film sera montré. Et si votre maison est à proximité, vous devriez partir. Tout ce qui va se passer dans les prochains jours sera dû à la cupidité de SPE. Le monde entier dénoncera Sony. » Donc des menaces que Sony a pris à cœur. Ils ont quand même annoncé à annuler la projection du film dans plusieurs cinémas aux États-Unis. Voilà pour la breaking news. Le Kim Jong-un qui prend très à cœur donc ce film. Oui, il n'est pas content. Cette parodie, non, il n'est pas content. Alors, les sorties de la semaine. Alors, les sorties de la semaine, on va regarder tout de suite ça en images, parce que je vous ai concocté un petit top 3 des meilleurs blockbusters. On commence avec Quand la magie ne fait plus qu'un, avec un réalisateur oscarisé pour le film mongol. Et bien, ça donne le 7e fils. Ça sort donc aujourd'hui en salle. Légende ou réalité, ce guerrier survivant d'un ordre mystique va partir en quête du 7e fils et il va traverser une épopée complètement enchantée où il va tenter de terrasser une reine absolument abominable jouée par Julianne Moore. Changeant de registre complet, visuellement c'est vraiment un petit bijou visuel, c'est vraiment à voir. Changeant de registre complet, Dumb et Dumber 2, 20 ans plus tard, les deux plus gros débiles de l'histoire du cinéma sont de retour sous la caméra des frères Farrelly. Ils sont un petit peu plus vieux, bien que Jim Carrey, je trouve, n'a pas vraiment vieilli à l'âge de 53 ans. Il a quand même toujours sa petite coupe au bol, ses dents cassées devant et surtout sa 53 ans, c'est pas encore très vieux. Stupidité, si vous êtes fan des gags bien lourds à l'américaine, c'est ça qu'il faut aller voir. Là, on passe à la comédie française avec un autre petit bijou, ça s'appelle La famille Bélier. C'est un véritable coup de cœur pour cette famille d'agriculteurs où la maman et le papa sont sourds-muets et sont aidés par leurs enfants qui n'ont qu'une envie, c'est de quitter le cocon familial. C'est absolument charmant, c'est à mourir de rire et c'est encensé par la critique et j'ai bien le sentiment que cette comédie va avoir le vent en poupe. Ça s'annonce comme le carton de l'année un petit peu dans les pas des Intouchables avec au casting Eric Elmosnino, la jeune Loane qui était après la gagnante de The Voice et puis vous l'avez reconnu, François Damien qu'on adore. Voilà donc votre pour belge préféré. Les blockbusters de la semaine. Allez, on passe aux intrus. Oui, parce que cette semaine on en a deux des intrus. Le premier, et je rappelle encore une fois que les intrus c'est pas le film à ne pas voir, c'est justement les films qui passent sous le radar médiatique. Alors cette semaine on a d'abord Le Temps des aveux où Raphaël Personnaz se glisse dans la peau de l'ethnologue français François Bizot, capturé en 1971 par les Khmers rouges. On a des images, je regarde ça tout de suite. Je dois la vie à un homme qui en a exécuté des milliers d'autres. Mon sauveur est un bourreau, un assassin. J'avais 24 ans quand je suis arrivé au Cambodge. Pour les besoins de mes recherches, je faisais des incursions dans les zones conquises par les rebelles. Il ne m'était jamais rien arrivé. Et pourquoi vous faites ça? Depuis quand tu travailles pour la CIA? Je ne travaille pas pour la CIA. Si tu me surveilles, tu sais que je suis innocent. Maintenant, tu dois écrire tes aveux. Ici, tu dépends de moi. Et de moi seulement. Tu es prêt à écrire? Je ne suis pas un espion! Je sais ce que tu penses. Je ne fais pas ça par cruauté. C'est juste que je dois le faire. Ils doivent respecter les conventions internationales. Le droit d'asile en premier. Alors à nous de les imposer. Donc voilà pour ce film, donc en 71 au Cambodge. C'est une histoire de Khmer rouge, c'est une histoire qui n'est pas beaucoup traitée au cinéma. On l'a vu à travers le documentaire, notamment à Cannes, de Joshua Oppenheimer, mais c'est vrai que c'est pas un sujet qui est beaucoup traité au cinéma, et c'est une réalisation de Régis Varnier. Voilà pour donc Le Temps des aveux. Le dernier film de la semaine dont je vais parler, c'est mon coup de cœur absolu, ça s'appelle Charlie's Country, c'est l'histoire c'est l'histoire
l'histoire de cet ancien aborigène qui est perdu entre deux cultures et qui décide de retourner vivre dans le bush alors que les autorités australiennes maltraitent les populations autochtones. On regarde ça tout de suite en image et on revient dessus juste après. G'day, Luke. G'day, Charlie. You white bastard. You black bastard. Ngomongin di ngomong jalan kiri. Mama. Kalau kanya nih Arab, mari nih kalau punya jenis pemutih kau. Who owns this? Me. You got a license? Karena orang mau dijangkau pal-pal. Bayam ya, kami nudul kira. What do you want, Charlie? You got a job, and you got a house on my land. Where's my house? Where's my job? Oh, on est quand même loin de la grande production d'Australia. Hein. Ah oui, là on est dans quelque chose de beaucoup plus indépendant. C'est un réalisateur qui est habitué aux histoires d'exclus affectifs, sociaux et politiques. Il s'appelle Rolf de Heer. C'était un gros coup de cœur à Cannes, Charlie's Country. Et il nous offre aussi la performance d'un acteur qu'il faut vraiment suivre, qui s'appelle David Gulpilil, qui joue donc l'aborigène dans ce film et qui va faire beaucoup de bruit à mon avis dans le futur et qui a eu d'ailleurs le prix d'interprétation pour la catégorie Un certain regard à Cannes. Voilà pour les sorties de la semaine. Du jour. Merci beaucoup Laetitia Loreni, merci Betsabé Salem. Dans un instant, on parlera de l'arrivée de Danny Boone en Israël. L'acteur-réalisateur vient y présenter son nouveau film, Superchondriac. Tout sur cette conférence de presse à laquelle Sandy Fortis a assisté. C'est dans quelques minutes, juste après le journal. La dernière partie du Morning, on accueille ce matin Sandy Fortis, bonjour, et Rudy Saada, bonjour. Rudy. On va commencer avec vous, Sandy Fortis. Danny Boone est en Israël et c'est pas la première fois qu'il vient, mais cette fois il vient pour promouvoir son film qu'il réalise et il joue d'ailleurs dedans, c'est Superchondriac. Il a écrit, joué, réalisé. Exactement. Écrit, joué et réalisé. Hein, et vous étiez hier à sa conférence de presse. Voilà, donc il est arrivé, comme vous l'avez dit, pour présenter ce film. Il va y avoir plusieurs projections suivies d'une rencontre avec le public. Hier soir, c'était à Haïfa. Ce soir, ce sera à Tel Aviv. Et demain, à Jérusalem. Et avant d'en parler un peu plus, on va regarder un petit extrait du film. Alors, ça, c'est un extrait de sa conférence de presse. Voilà. Oh, il a fièvre. Il a fièvre. Oh, non, non, non. Oh. Dimitri, ça y est, j'ai un truc hyper grave. Sors d'ici, j'ai une salle d'attente. Merde. Véronique! Oh, mais c'est une urgence! Passe-moi ma secrétaire, bordel! Je te dis de sortir tout de suite de mon cabinet! Pardonnez-moi. Vous disiez un gros sentiment de stress, c'est ça? Vous devriez pas toucher ces revues des années 90, c'est infesté de microbes et de maladies de peau. Pensez à tous ces malades quand on tournait les pages en faisant comme ça. Je peux rester dormir chez toi ce soir? Non. S'il te plaît. Non. Dimitri. Quoi? J'ai mal au crâne et j'ai la nuque très raide. Va te recoucher. J'ai fait une rupture d'anévrisme. Faut avoir le cerveau un minimum irrigué. Donc vous l'avez compris, hein, c'est l'histoire d'un hypocondriaque qui rend la vie de son médecin impossible. Hein. Alors Danny Boone n'a pas eu trop de mal à imaginer ce personnage puisqu'il souffre lui-même d'hypocondrie. Et on aurait pu croire que ce film aurait servi un peu de thérapie. Et pourtant... A guéri de l'hypocondrie? Non. Par exemple, j'ai une paupière qui tremblote un peu. Et j'ai cru que c'était le début de la... Comment ça s'appelle cette maladie terrible? Parkinson. J'ai cru que j'avais un début de Parkinson, juste parce que j'ai la paupière qui tremble. Et mon médecin m'a dit, parce que je l'ai quand même appelé pour lui dire... j'ai un énorme problème, je ne sais pas comment l'annoncer à ma femme. Et en fait, non, c'est juste un manque de magnésium. Donc je prends du magnésium. Donc dans ce film, on retrouve... Très névrosé, hein. Ouais, c'est un peu... en même temps, le personnage du film n'est pas venu de rien.
Donc dans le film, on retrouve le duo Danny Boone et Kad Merad qui a très très bien fonctionné. On l'a vu dans Bienvenue chez les Ch'tis, ce film qui a fait 20 millions d'entrées. Et donc c'est un plaisir pour les téléspectateurs et les spectateurs de retrouver ce duo sur ce film, mais également pour le principal intéressé. J'avais oublié que ça marchait bien, en fait, à quel point ça fonctionnait. C'est un très très bon acteur et on était content de se retrouver. Et c'est bien que d'ailleurs qu'on n'ait pas tourné d'autres films après. Enfin, il y a un vrai bonheur à retrouver le plateau et à retrouver Kad, par exemple, pour jouer avec lui. C'est effectivement. Et j'avais oublié à quel point on était complices, ouais, à quel point ça se passait bien. Alors ce n'est pas un secret, Danny Boone s'est converti au judaïsme il y a un peu plus de 10 ans. Alors il est fils d'un père kabyle et d'une mère ch'timi catholique et pourtant la religion juive a été pour lui comme une évidence amenée par plusieurs signes. Et ce qui est très étonnant, je suis né un 26 juin, la 26e semaine de l'année, à 7h26. Je suis devenu connu à 26 ans. J'ai rencontré ma femme à 26. On s'est marié à 26, mais ça on a fait exprès. Mon téléphone finit par 26, mais j'ai fait exprès. Je sais pas s'il ne faut pas devenir superstitieux, mais en tout cas, le 26 est dans ma vie depuis toujours. Toujours à des dates très importantes. Donc juste pour la petite explication, le 26 est la valeur numérique du nom de Dieu en hébreu et donc un chiffre très important pour la religion juive. On a peut-être le prochain titre du film de Danny Boone, 26. 26 millions de spectateurs pour le prochain film. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Voilà, merci Sandy. Donc Danny Boone en Israël pour la sortie de son film Superchondriac. Exactement, Danny Boone sera l'invité du Culture Mag aujourd'hui pour une émission spéciale. Voilà, à suivre Danny Boone dans le Culture Mag. Merci beaucoup Sandy Fortis. On parle à présent d'une des batteuses les plus suivies sur les réseaux sociaux. Il s'agit de Métal. David Gondin nous a dressé son portrait. Rockeuse, donc métalleuse israélienne, pas comme les autres. Regardez. Avec sa petite taille et son large sourire, Métal Cohen possède une rapidité et une dextérité exceptionnelles à la batterie. Un talent qui suscite l'enthousiasme de nombreux percussionnistes dans le monde. Sur les réseaux sociaux, elle est l'une des batteuses les plus suivies. Parmi ses fans, des métallos, des ados, des pompiers et même des petits-enfants. Mais qui est donc Métal et comment en est-elle arrivée là ? Née à Ramat Gan en Israël en 1984, elle est la benjamine d'une fratrie de 7 enfants. À 7 ans, son père est tué sur un trottoir renversé par un chauffard ivre. Sa mère élève donc toute seule cette grande famille. À 18 ans, Métal se met à la batterie et en même temps, elle fait son service militaire. À 21 ans, elle réalise son rêve et entre à l'Académie de musique de Los Angeles. Mais son rêve est brisé par un accident de voiture. Mais le vent tourne pour Métal, elle décide de mettre en ligne la vidéo du show L'Amérique a du talent, précisément la séquence où elle n'est pas retenue pour l'émission. Sa reprise de Toxicity de System of a Down devient rapidement virale. Forte de son succès, la batteuse met en ligne d'autres vidéos, des reprises des classiques hard rock et metal. Résultat, 115 millions de vues cumulées et plus d'1 million de vues sur Facebook. En 2013, elle fait appel au crowdfunding, le financement de masse pour sortir son premier album. Elle avait besoin de 60 000 $, elle en recevra 144 000. Un succès qui va lui permettre de collaborer avec des grands noms, de Pharrell à Nelly Furtado. En plus d'être un phénomène YouTube, Métal est devenue une experte du marketing. Elle vend en ligne des leçons virtuelles de batterie, DVD, t-shirts et toute une série de produits dérivés. Si vous pensez qu'elle est la seule batteuse, détrompez-vous, la compétition est rude sur YouTube et les préjugés machistes ont bon dos. Parmi les stars des baguettes, on retrouve la jeune japonaise Senri Kawaguchi. Originaire de Montréal, la québécoise Emmanuelle Caplet a elle aussi son fan club. En Argentine, la percussionniste Nea Batera et ses pointes teintées en rose fait elle aussi le buzz. Enfin, autre bizarrerie du web, la batteuse aux cheveux roses Mary Voiles. Cette américaine se déchaîne sur sa batterie et en bonus livre ses confidences hot. Je pense qu'on vit dans une société merdique qu'on a créée et perpétuée car le sexe est aussi naturel que de manger ou de digérer ou d'aller aux toilettes. Pour résumer, les femmes batteuses ont du talent. Le machisme et le sexisme ont peut-être laissé entendre que les baguettes, c'est une affaire d'hommes chevelus et testostéronés. Erreur, selon Lane Raymond, chercheuse spécialisée dans la batterie, des objets archéologiques et des peintures nous apprennent qu'au départ, les vrais percussionnistes, ce sont les femmes.
Elle en a même fait un livre titré « When the Drummers Were Women ». Elle explique que les percussions étaient connotées avec la naissance et la fertilité, et donc c'était sacré pour les femmes. Elles en jouaient au cours de rituels religieux. Metal Cohen est donc une digne descendante de cette tradition. Alors Rudy, vous connaissez Metal Cohen, vous en avez entendu parler. Très connue sur les réseaux sociaux, c'est une des Israéliennes les plus connues au monde. En fait, elle fait partie des 3 Israéliens les plus connus au monde avec Bar Rafaeli, c'est-à-dire qu'elle a des millions de followers. Autant qu'un Asaf Avidan par exemple. Absolument, elle est vraiment connue dans le monde et c'est une vraie référence et c'est un phénomène qui dure depuis 1 an et demi et puis comme on le voit dans le reportage, elle a réussi à faire fructifier son business et devenir vraiment une vraie marque et de collaborer maintenant avec des grands noms de la pop et du rock. Et une vraie rockeuse à l'israélienne. On commence cette revue du web, Rudy, par cette onde de choc qui a suivi l'assaut meurtrier, au cours duquel plus de 100 écoliers sont morts au Pakistan, dans la région de Peshawar. Oui, et l'onde de choc est mondiale sur le net et on va commencer tout simplement par cette image. Cette image, c'est celle de 4 adolescents avec ce sous-titre terrible. Voilà, tous ont été tués aujourd'hui. Les internautes sont littéralement... Entre 10 et 20 ans. Oui. Les internautes sont sonnés par une telle barbarie. Je vous ai sélectionné un tweet qui résume un petit peu l'atmosphère ce matin. Manu dit « Difficile de vous dire bonjour ce matin alors que dans le monde, on massacre 131 gosses au nom de Dieu ». Autour du hashtag Peshawar Attack, les internautes s'expriment de par le monde. Walid dit que l'extrémisme représente pour lui le diable. Et il y a eu des réactions plus officielles sur le net avec ce tweet de Malala Yousafzai, qui est prix Nobel de la paix, qui se bat pour l'éducation. Elle a même été attaquée par des talibans d'ailleurs. Absolument, et qui se bat donc pour l'éducation, notamment l'éducation des filles. Eh bien, elle dit voilà, nous portons le deuil de ces enfants, mes frères et mes sœurs, mais nous ne serons jamais vaincus. Et puis, plus direct, pour finir, cette réaction du chef de l'armée, un chef de l'armée pakistanaise, le général Sharif, qui lui promet revanche. Voilà ce qu'il tweet. Message aux talibans, vous tuez nos enfants, vous allez voir les conséquences morbides et en payer le prix. L'armée vengera chaque goutte de sang. C'est ma promesse. Difficile de rester indifférent devant une telle barbarie. Rudy, on parle maintenant d'un clip de campagne israélien qui fait le buzz. Oui, la campagne en Israël, on sait, on en parle sur i24 News, la campagne en Israël est lancée. Avec elle, les premiers clips viraux commencent à arriver. Chaque candidat essaye de faire le buzz. Alors hier, Naftali Bennett, qui, on le sait, est un grand communicant et donc patron du parti Foyer Juif, Abeita Yehoudi, a mis en ligne une vidéo dans laquelle il incarne un hipster dans les rues de Tel Aviv, un Israélien hipster qui, à son goût, s'excuse un peu trop. Regardez, c'est lui qui incarne le personnage. אוי, סליחה, אני ממש, אני לא התכוונתי, סליחה, אני מתנצל, אני ממש מתנצל. סליחה. סליחה. עליי, טעות שלי, אני מתנצל. אני מה זה מתנצל. אני באמת מתנצל. אבל באמת שיהיה במזל טוב. מה המצב? אני מתנצל, סליחה. התפקדו עכשיו לבית היהודי. אהלן! Voilà le message. Pas mal, faut lui reconnaître ça, c'est un clip pas mal. Donc arrêtons de nous excuser, c'est ça en fait. C'est l'idée, le clip a eu depuis hier 35 000 vues, ce qui est quand même assez énorme dans un pays de 8 millions d'habitants. Et donc voilà, c'est le buzz du jour dans la campagne israélienne, c'est ce coup de com' de Naftali Bennett. Il est très fort. Il sait comment faire parler de lui. Allez, on va parler maintenant du classement Google des recherches de l'année, assez surprenant. Oui, enfin pas forcément surprenant, on va quand même revenir sur les grands moments de l'année. Alors on le
sait, c'est la période des classements et on a eu les sujets Facebook la semaine dernière et donc là le classement Google a été révélé hier. Alors du côté, donc dans chaque pays, un côté israélien, c'est une série Zagouri Imperi qui est en tête des recherches et il y a défense passive en référence à tout ce qui s'est passé cet été. Donc les Israéliens ont cherché voilà, des mots autour de la défense passive et évidemment le mondial de foot. Donc ça c'est pour Israël et du côté de la France, eh bien, il y a l'affaire Gaillet, Nabila, la Coupe du Monde, voilà ce qui a fait l'année et donc Google qui a aussi le secret comme Facebook des jolies vidéos nous a préparé une vidéo pour résumer l'année et surtout ce que veulent dire nos recherches. On regarde. Et non, Rudy, vous n'y échapperez pas. C'est quoi votre plus grande recherche de l'année 2014 ? Non, on va dire que le plus grand événement pour moi, c'est la Coupe du Monde parce que j'avais prédit dans Sport Le Mag. Mais attendez. Sur Sport Le Mag, où ils avaient demandé à toute la rédaction qui allait gagner la Coupe du Monde, j'avais dit sans me démonter que ça allait être l'Allemagne. Donc, bien sûr, voilà. Vous n'avez pas parié dessus. Absolument vous n'avez gagné absolument aucun argent. Juste la gloire, mais par contre, le vol de la Malaysia Airlines, pour moi, c'est l'événement de l'année dans le sens où on en a énormément parlé et aujourd'hui on ne sait plus où est ce vol, on l'a quasiment oublié, on ne parle plus des recherches et ça fait partie quand même des grands mystères que cette année 2013 nous laissera. Sandy, 2014, pardon. Votre grande recherche? Ma grande recherche cette année, ça a été évidemment en culture et c'était Banksy. Parce que cette année, on en a parlé sous toutes les coutures, du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Banksy par-ci, Banksy à New York, Banksy à Paris, Banksy à Londres, les œuvres de Banksy, l'identité de Banksy. Je pense que Banksy... C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé. Il y a eu aussi, je crois que c'était en Irlande, cette œuvre de Banksy qui a été recouverte par la mairie, qui a peint en pensant que c'était un graffiti. En fait, c'était une œuvre. Et ils l'ont réinvité à venir la faire et puis il est parvenu. Voilà, donc une belle année 2014, on espère une encore plus belle année 2015 en perspective. Merci beaucoup Sandy Fortis et Rudy Sada d'avoir été avec nous. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau morning. En attendant, restez sur i24 News. La suite de vos programmes, c'est dans un instant.